Dans les couloirs de marbre du palais du Nord, le pouvoir se déplaçait comme un prédateur dans l'ombre. Il était silencieux, impitoyable et absolument certain de sa domination. Pendant 23 ans, le prince Alaric avait arpenté ces couloirs, se croyant intouchable. Son droit de naissance était un bouclier contre les conséquences. Et son sang royal, une autorisation à la cruauté. Les serviteurs qui nettoyaient ses appartements, les gardes qui s'inclinaient en sa présence, les servantes Oméga qui filaient comme des souris effrayées à son passage. Tous étaient indignes de son attention, sauf quand il servait son plaisir ou absorbait sa rage. Elmira avait appris à se rendre invisible dans ses couloirs. Elle accomplissait ses tâches avec l'efficacité fantomatique de quelqu'un qui comprenait. Quelqu'un qui savait que la survie signifiait éviter l'attention à tout prix. En tant qu'Oméga sans meute, sans protecteur, et sans voix que quiconque se souciait d'entendre. Elle avait accepté que son rôle était d'endurer toute la cruauté que les puissants choisissaient d'infliger, d'absorber leur colère comme une pierre accepte la pluie, silencieusement, complètement et sans se plaindre. On lui avait appris que c'était l'ordre naturel des choses. Les alphas commandaient, les bêtas obéissaient, et les omégas souffraient. On lui avait dit que remettre en question cette hiérarchie était non seulement futile, mais dangereux. Que ceux qui oubliaient leur place risquaient des conséquences qui pouvaient briser des vies, comme du verre sous un talon négligent. Alors elle avait appris à être petite, à être silencieuse, à ravaler sa douleur et à cacher ses larmes, jusqu'à ce qu'elle puisse pleurer seule dans l'obscurité, où personne ne verrait sa faiblesse. Mais certaines cruautés étaient trop vicieuses pour être cachées, et certains moments de malveillance trop profonds pour être ignorés. Quand la rage de l'héritier la trouva seule dans l'aile des serviteurs, quand ses poings devinrent des bottes et son privilège de la sauvagerie, Elmira découvrit que le système même conçu pour protéger les puissants pouvait parfois les exposer à un jugement qu'ils n'avaient jamais vu venir. Dans le royaume du Nord, on murmurait que les murs avaient des yeux et que les pierres avaient une mémoire. On parlait d'une loi ancienne, gravée dans le sang et l'honneur. Une loi qui disait que ceux qui portaient des couronnes avaient des responsabilités aussi lourdes que leurs droits, et que le pouvoir sans retenue n'était pas une force, mais la plus mortelle des faiblesses. On ne parlait jamais de ce qui se passait quand un roi découvrait la vraie nature de son héritier, dans un moment de brutalité non surveillée, ou quand la souffrance silencieuse d'une Oméga trouvait enfin un témoin assez puissant pour exiger justice. Le couloir était sur le point de devenir un tribunal. Le prince était sur le point de devenir l'accusé. Et le royaume était sur le point d'apprendre que certains comptes ne pouvaient être retardés, niés ou détruits. Seulement endurés. L'abus était sur le point de trouver son maître. Le silence était sur le point d'être brisé. Et tout ce que la cour pensait savoir sur le pouvoir, le privilège et la justice, était sur le point de changer pour toujours. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Chaque jour, une nouvelle histoire vous attend. Maintenant, commençons. L'aile des serviteurs du Palais du Nord était conçue pour être oubliée, nichée sous la grandeur des salles d'apparat et des appartements royaux. Ses couloirs étroits et ses pièces au plafond bas abritaient l'armée silencieuse de travailleurs, ceux qui faisaient battre le cœur du royaume. Ici, le marbre laissait place à la pierre brute, les lustres en cristal à de simples lampes à huile, et les tapisseries ornées à des murs nus qui avaient été témoins de 1000 petites cruautés, mais qui n'en avaient jamais parlé. Elmira se déplaçait dans ses couloirs comme un fantôme de chair. Sa robe grise usée chuchotait contre la pierre, tandis qu'elle portait son matériel de nettoyage vers la tour nord. À 19 ans, elle avait déjà appris à mesurer sa vie en moments d'invisibilité. Ces précieux instants où elle pouvait accomplir ses tâches sans attirer l'attention, où elle pouvait simplement exister sans être remarquée par ceux qui avaient le pouvoir de rendre son existence douloureuse. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit sur le sol froid. Elle naviguait dans le labyrinthe des passages de service qui reliaient les zones de travail du palais. Elle connaissait chaque raccourci, chaque alcôve sombre, chaque itinéraire qui lui permettrait de terminer ses tâches en évitant les couloirs principaux où les nobles pouvaient errer. C'était une compétence née de la nécessité, affinée par 3 ans de vie en tant que membre le plus bas d'une classe déjà oubliée. Les quartiers des Omégas où elle dormait n'étaient guère plus qu'un placard, avec un lit étroit et une seule fenêtre donnant sur les jardins de la cuisine.
Elle ne possédait rien d'autre que les 2 robes qu'elle alternait, une paire de bottes usées pour l'hiver et le médaillon en argent de sa mère. C'était la seule chose de valeur qu'elle possédait, mais elle le gardait caché sous son col, là où les yeux curieux ne pouvaient pas le voir et les mains avides ne pouvaient pas l'atteindre. Sa mère était morte quand Elmira avait 16 ans, emportée par la fièvre qui balayait les quartiers des serviteurs toutes les quelques années. Comme un sinistre rappel du peu d'importance de leur vie pour ceux d'en haut. Son père n'avait jamais été nommé. C'était un secret que sa mère avait emporté dans sa tombe, laissant Elmira seule dans un monde qui n'avait pas de place pour les orphelines Oméga non réclamées. Elmira, la voix tranchante de la gouvernante en chef, Mathilda, coupa ses pensées comme une lame. Les appartements de la tour nord ont besoin d'être nettoyés avant minuit. Les invités du prince Alaric vont bientôt se retirer, et je veux que chaque surface soit impeccable. Oui, madame, répondit Elmira avec la déférence automatique qu'on lui avait inculquée depuis l'enfance. Elle accéléra le pas, équilibrant son seau de produits de nettoyage. Elle montait les escaliers étroits qui menaient aux appartements des invités de la tour. La tour nord était l'une des plus belles zones du palais. Elle était réservée aux dignitaires en visite et aux nobles de haut rang, ceux qui venaient courtiser la faveur de la famille royale. Ce soir-là, le prince Alaric recevait une délégation des provinces de l'Est, de jeunes seigneurs dont les pères contrôlaient de vastes territoires, et dont le royaume avait besoin de maintenir la loyauté. La soirée avait commencé par un dîner formel. Elle s'était poursuivie avec plusieurs tournées de vin de plus en plus chères, et elle se dirigeait maintenant vers le genre de réjouissance nocturne que les princes s'autorisaient. Quand ils se croyaient à l'abri des regards, Elmira pouvait entendre des rires et des conversations résonner dans le couloir. Elle s'approchait des pièces qu'elle devait nettoyer. Le son lui serra l'estomac d'une anxiété familière. Les nobles ivres étaient imprévisibles. Et leur divertissement se faisait souvent aux dépens des serviteurs qui se trouvaient à proximité, quand ils avaient besoin de quelqu'un à maltraiter. Elle s'arrêta au bout du couloir, écoutant attentivement. Elle essayait de jauger l'humeur et l'emplacement du groupe du prince. Les voix semblaient provenir du grand salon au centre de la tour, ce qui signifiait qu'elle devrait pouvoir nettoyer les pièces extérieures sans rencontrer personne d'important. Si elle était rapide et silencieuse, elle pourrait finir son travail et se retirer dans la sécurité de l'aile des serviteurs avant que quiconque ne remarque sa présence. La première pièce était un salon décoré de bleu et d'or riche, avec des meubles qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une vie. Elmira travaillait avec une efficacité rodée. Elle époussetait les surfaces et redressait les coussins, avec le genre de précision qui vient de la certitude que toute imperfection entraînerait une punition. Elle avait appris à voir la saleté et le désordre que d'autres manquaient, à anticiper la critique avant qu'elle ne puisse être exprimée. Pendant qu'elle travaillait, elle essayait de ne pas penser à la conversation qu'elle avait surprise dans les cuisines ce matin-là. Des chuchotements, inquiets parmi les serviteurs plus âgés, sur les tensions croissantes entre la famille royale et leurs partisans nobles, sur les rumeurs de troubles dans les provinces extérieures, sur la possibilité de changements dans la hiérarchie du palais. Des changements qui pourraient rendre la vie encore plus précaire pour ceux d'en bas. La deuxième pièce était une chambre avec des fenêtres donnant sur les jardins du palais. Le clair de lune filtrait à travers les vitres. Il illuminait des tapisseries qui représentaient des scènes de chasse et des victoires de bataille. Elmira se déplaçait avec précaution autour des meubles ornés. Ses mouvements étaient automatiques et silencieux, comme des années de pratique le lui avaient appris. Elle tendait le bras pour épousseter une étagère haute. C'est alors que la porte derrière elle s'ouvrit violemment, avec assez de force pour faire trembler les fenêtres. Le bruit la surprit si fort qu'elle faillit laisser tomber son chiffon. Elle se retourna vivement pour voir le prince Alaric. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, avec une expression de fureur froide qui lui glaça le sang dans les veines. Le prince Alaric Ravencroft était tout ce que les programmes d'élevage royaux étaient conçus pour produire. Grand, puissamment bâti, avec le genre de traits classiques que les peintres immortalisaient dans les portraits officiels. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés malgré les festivités de la soirée. Et ses vêtements portaient les marques subtiles de la richesse et du privilège, celles qui distinguaient la vraie noblesse des simples prétendants. Mais c'étaient ses yeux qui le rendaient dangereux. D'un bleu pâle comme la glace en hiver, il contenait de l'intelligence et de la cruauté à parts égales. À 23 ans, on ne lui avait jamais rien refusé de ce qu'il désirait vraiment. On ne l'avait jamais forcé à accepter la responsabilité de ses actes. On ne lui avait jamais appris que le pouvoir comportait des obligations aussi bien que des privilèges. Il se déplaçait dans le monde
avec l'arrogance désinvolte de quelqu'un. Quelqu'un à qui on avait dit, depuis sa naissance, qu'il était destiné à la grandeur, et il avait appris à prendre cette grandeur où qu'il la trouve, sans se soucier de qui pourrait être blessé au passage. « Toi, dit-il, sa voix portant le genre de menace silencieuse qui incitait les gens sages à la plus grande prudence. « Tourne-toi. » Elmira baissa immédiatement les yeux et se tourna face au mur. Ses mains serraient son chiffon, si fort que ses jointures blanchirent. C'était le protocole qu'on lui avait enseigné. Se soumettre immédiatement. Éviter le contact visuel. Ne donner aucune excuse pour une colère accrue. « Sais-tu pourquoi je suis ici ?» demanda le prince Alaric, ses pas se rapprochant sur le sol de pierre. « Non, votre Altesse, » murmura Elmira, sa voix à peine audible. « Je suis ici parce qu'un de mes invités a mentionné que son verre de vin avait des traces d'eau pendant le dîner, » dit le prince d'un ton conversationnel. Des traces d'eau, sur du cristal qui aurait dû être parfait. L'estomac d'Elmira se noua alors qu'elle réalisait ce qui se passait. Quelqu'un avait fait une erreur, peut-être dans les cuisines, peut-être au service, ou peut-être simplement dans la perception du prince. Et maintenant, elle allait en payer le prix. Peu importait qu'elle soit responsable de cette faute spécifique. Elle était une oméga, elle était disponible et elle était impuissante à se défendre. « Je suis désolé, votre Altesse, » dit-elle, les mots sortant automatiquement. « Cela ne se reproduira plus. »« Non, » acquiesça le prince Alaric, sa voix prenant un ton d'anticipation satisfaite. « Ça ne se reproduira pas. » Le premier coup l'atteignit aux épaules. Il fut asséné avec l'efficacité désinvolte de quelqu'un qui avait perfectionné l'art de faire souffrir, sans laisser de marque qui attirerait une attention non désirée. Elmira trébucha en avant, mais réussit à rester sur ses pieds. Elle se mordit la langue pour empêcher tout son de douleur de s'échapper. Maladroite, observa le prince d'un ton clinique. Sais-tu ce qui arrive aux serviteurs maladroits dans ce palais? Avant qu'elle ne puisse répondre, son pied heurta ses côtes, avec assez de force pour lui couper le souffle. Cette fois, elle tomba. Elle heurta le sol de pierre assez fort pour envoyer des ondes de choc dans son corps déjà endolori. « S'il vous plaît, votre Altesse, » réussit-elle à allaiter, bien qu'elle sût que le supplier ne ferait que l'encourager. « Je serai plus prudente. »« Le seras-tu » Le prince Alaric tourna lentement autour d'elle, comme un prédateur contemplant la meilleure façon d'achever une proie blessée. « Je me demande. Peut-être as-tu besoin d'une leçon qui t'aidera à te souvenir de ta place. » Sa botte l'atteignit à l'estomac cette fois. Un coup précis qui envoya des vagues de nausée dans tout son corps. Elmira se roula en boule pour se protéger. Elle essayait de protéger ses organes vitaux tout en présentant une cible aussi petite que possible. C'était une compétence qu'elle avait apprise durant sa première année de service, quand elle était trop naïve pour comprendre que se défendre ne ferait qu'empirer les choses. « Regarde-moi » ordonna le prince Alaric, sa voix tranchante d'autorité. Elmira se força à lever la tête. Elle croisa son regard un instant avant de baisser à nouveau les yeux. Ce qu'elle vit dans son regard bleu pâle la glaça plus que la douleur physique. Pas de colère ou de passion, mais un calcul froid et un plaisir sincère de sa souffrance. « Bien, » dit-il avec satisfaction. « Au moins, tu peux suivre des instructions simples. Maintenant, voyons si tu peux apprendre des leçons plus complexes. » Il recula son pied pour un autre coup, et Elmira ferma les yeux, se préparant à l'impact. Dans le silence de la pièce, elle pouvait entendre son propre cœur battre à tout rompre dans ses oreilles, et le son lointain des rires des invités du prince. Ils continuaient leur réjouissance, ignorant la cruauté qui se déroulait à quelques pièces de leur divertissement. Mais le coup ne vint jamais. Au lieu de cela, le silence fut brisé par une voix d'une autorité absolue qui faisait plier les montagnes et trembler les royaumes. Alaric. Le seul mot, prononcé avec une fureur contenue, sembla vider toute la chaleur de la pièce. Le prince Alaric se figea, le pied toujours levé. Son visage devint blême en reconnaissant la voix qui avait interrompu son jeu. Se tenant dans l'embrasure de la porte, telle une divinité vengeresse, se trouvait le roi Alpha Roderick Ravencroft. Sa carrure massive remplissait l'entrée, et ses yeux gris d'orage étaient fixés sur son fils, avec une expression de rage si froide que l'air même semblait se cristalliser autour d'eux. Le roi avait 52 ans, mais les décennies de règne n'avaient pas diminué sa présence physique, ni le pouvoir brut qui émanait de lui comme la chaleur d'une forge. Ses cheveux sombres étaient striés d'argent aux tempes, et son visage portait le genre de force burinée qui vient des décisions difficiles et de leurs conséquences. Il portait des vêtements de soirée simples plutôt que des insignes royaux,
mais son autorité était si absolue que des couronnes auraient été superflues. « Père, dit le prince Alaric, sa voix tendue de surprise et de peur grandissante. J'étais juste, c'est-à-dire, il y a eu un problème avec le service ce soir, et j'étais... Tu frappais une Oméga qui ne pouvait pas se défendre, interrompit le roi. Sa voix portait le genre de menace silencieuse qui précède les tremblements de terre. Dans mon palais, sous mon toit, pendant qu'elle accomplissait les tâches que je lui avais assignées. Le couloir à l'extérieur de la chambre était devenu silencieux. La présence du roi avait été reconnue par les gardes et les serviteurs qui travaillaient dans ces couloirs. La nouvelle se répandait déjà à travers le réseau de communication chuchoté du palais. Le roi Alpha avait surpris son héritier dans un acte de cruauté désinvolte. Et les conséquences se répercuteraient sur toute la hiérarchie. « Elle a fait une erreur », protesta le prince Alaric, bien que sa voix manquât de conviction. « Le service ce soir était parfait, dit le roi Alpha Roderick avec un calme mortel. Je le sais parce que je prête attention à de telles choses. Contrairement à certains, je ne m'appuie pas sur des offenses imaginaires pour justifier mon divertissement. » Il entra dans la chambre. Sa présence semblait rendre la pièce spacieuse soudainement exiguë. Elmira, toujours recroquevillée sur le sol, se retrouva prise entre les deux hommes les plus puissants du royaume. Sa douleur et sa peur furent temporairement oubliées face à cette confrontation sans précédent. « Lève-toi, lui dit le roi, sa voix s'adoucissant légèrement, bien qu'elle portât toujours un commandement indubitable. Lentement. « Es-tu gravement blessé ?» Elmira se mit à genoux avec difficulté, puis prudemment sur ses pieds. Elle testa ses côtes et constata que si le mouvement était douloureux, rien ne semblait cassé. « Non, votre majesté, murmura-t-elle, bien que sa voix tremblât sous l'effort de parler. « Regarde-moi, ordonna le roi Alpha Roderick. Et cette fois, il n'y avait aucune cruauté dans l'ordre, seulement le genre d'autorité qui exigeait l'honnêteté. Elmira leva les yeux pour croiser le regard du roi. Et ce qu'elle y vit la surprit. Pas le calcul froid auquel elle avait appris à s'attendre de la part des puissants, mais une colère sincère en son nom, et quelque chose qui aurait pu être du respect pour son sang-froid, dans de telles circonstances. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demanda-t-il doucement. La question flotta dans l'air comme une lame prête à tomber. Elmira jeta un coup d'œil au prince Alaric, dont le visage était devenu blanc. Il réalisait ce que son père demandait. Puis elle revint au regard fixe du roi. « Votre Majesté !» commença-t-elle prudemment. « c'est-à-dire ?» « Réponds honnêtement, » dit le roi avec une douce autorité. « Tu n'as rien à craindre de l'honnêteté en ma présence. » Elmira prit une profonde inspiration tremblante. Elle comprit que ce moment définirait non seulement son avenir, mais peut-être l'avenir de tous ceux qui servaient dans l'ombre du palais. « C'est la première fois que le prince Alaric me remarque, Votre Majesté. Mais de telles choses, elles arrivent aux serviteurs. C'est considéré comme normal. » La simple déclaration tomba dans le silence, comme une pierre dans l'eau calme. Elle envoya des ondes d'implication dans toutes les directions. L'expression du roi s'assombrit davantage. Il réalisait non seulement ce qui s'était passé ce soir, mais ce qui se passait régulièrement dans tout son domaine. « Normal », répéta-t-il, le mot portant assez de dégoût pour empoisonner l'air. « Frapper les serviteurs est considéré comme normal dans mon palais. »« Père, dit désespérément le prince Alaric, tu ne comprends pas les pressions du leadership, le besoin de maintenir la discipline. »« Je comprends, » interrompit le roi Alpha Roderick avec un calme terrible. « Je comprends que mon fils croit que le leadership signifie terroriser ceux qui sont trop faibles pour se défendre. Je comprends que l'héritier de mon trône considère la cruauté comme un divertissement et l'abus comme une discipline. » Il se tourna pour faire face directement à son fils. Et le poids de son regard déçu fit reculer involontairement le prince Alaric. « Plus important encore, » continua le roi, sa voix baissant jusqu'au genre de murmure qui précède les avalanches. « Je comprends que tout ce que je pensais avoir appris sur l'honneur, la responsabilité et les obligations du pouvoir a été complètement gaspillé. Ce qui se passa ensuite serait discuté dans les couloirs du palais pendant des générations. Le roi, Alpha Roderick, l'homme le plus puissant du royaume du Nord, retira lentement et délibérément les insignes de rang des vêtements de son fils, l'épingle en or qui le marquait comme héritier présomptif, la dague de cérémonie qui symbolisait son autorité, le cordon d'argent qui l'identifiait comme un prince du royaume. « Par mon autorité en tant que roi alpha des territoires du Nord, dit-il formellement, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la tour désormais silencieuse.
Je déchois par la présente le prince Alaric Ravencroft de tout commandement militaire, de toute autorité administrative et de tous les privilèges de rang. En attendant une enquête formelle sur son aptitude à hériter de la couronne. Les mots frappèrent le prince Alaric comme des coups physiques. Chaque phrase formelle lui retirait une autre couche de l'identité autour de laquelle il avait construit toute sa vie. « Tu ne peux pas, murmura-t-il. Je suis ton héritier. Je suis ton seul fils. Tu es un étranger portant le visage de mon fils, répondit le roi Alpha Roderick avec finalité. Le fils que j'ai élevé n'aurait jamais levé la main contre quelqu'un d'impuissant. L'héritier que j'ai formé serait mort avant de déshonorer sa lignée par une telle lâcheté. Alors que des gardes apparaissaient pour escorter l'ancien prince hors de la chambre. Le roi Alpha Roderick reporta son attention sur Elmira. Elle avait observé cette démonstration sans précédent de justice royale avec un étonnement et une terreur croissants. « Mademoiselle, dit-il formellement, je vous dois des excuses au nom de la couronne, et une dette qui ne sera pas facilement remboursée. Accepterez-vous ma protection pendant que nous déterminons comment de telles défaillances de leadership doivent être traitées ?» Elmira fixa le roi, cet homme dont la parole pouvait remodeler les royaumes et dont la colère pouvait raser les montagnes. Elle réalisa que sa vie venait de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le silence qu'elle avait gardé si longtemps était sur le point d'être brisé, et la vérité sur ce qui se passait dans l'ombre du palais était sur le point d'être traînée à la lumière. « Oui, votre majesté, murmura-t-elle. Et avec ces simples mots, un règlement de compte commença. Un règlement qui secouerait les fondations du royaume du Nord, et qui forcerait tout le monde, du plus haut noble au plus bas serviteur, à confronter la différence entre le pouvoir et la justice. L'aube qui suivit la nuit du règlement de compte arriva froide et grise sur le palais du Nord. Sa lumière pâle filtrait à travers des fenêtres qui semblaient regarder le monde avec des yeux différents de la veille. En l'espace de quelques heures, tout ce qui avait semblé immuable dans la hiérarchie du royaume avait été remis en question, et le palais s'éveilla avec un courant sous-jacent de tension que même les courtisans les plus inconscients ne pouvaient ignorer. Elmira était assise dans une chambre où elle n'avait jamais rêvé d'entrer. Une chambre d'amis dans l'aile noble, avec de vraies fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle. Des meubles qui existaient pour le confort plutôt que pour la simple fonction, et un lit assez grand pour qu'elle puisse s'étirer complètement sans que ses pieds ne dépassent. Le médecin royal avait examiné ses blessures la nuit précédente. Il les avait déclarées douloureuses mais pas graves, et il lui avait prescrit un repos qu'elle trouvait impossible à obtenir. Chaque son dans le couloir extérieur la faisait sursauter. Chaque pas pouvait annoncer soit le salut, soit le désastre. La protection que le roi avait offerte semblait aussi fragile que la brume du matin. Facilement dispersée par la nécessité politique ou une réconsidération royale. Elle avait vu assez de la vie de palais pour savoir que les promesses faites sous le coup de la colère pouvaient être oubliées lorsque les esprits se calmaient. Un léger coup à sa porte interrompit ses pensées troublées. Il fut suivi par l'entrée d'une femme qu'Elmira reconnaissait mais à qui elle n'avait jamais parlé. Lady Cordelia Ashworth, la secrétaire personnelle du roi, et l'une des rares personnes au palais qui commandait le respect par la compétence plutôt que par le sang. Lady Cordelia avait peut-être 40 ans. Elle avait des cheveux gris acier tirés en arrière dans un style pratique, et des yeux bruns intelligents qui ne manquaient pas grand-chose de ce qui se passait autour d'elle. Elle avait servi 3 générations de la famille royale, et on disait qu'elle en savait plus sur la gouvernance du royaume que la plupart des conseillers officiels. « Mademoiselle Elmira », dit-elle avec une courtoisie qui aurait été impensable quelques jours auparavant. « Sa Majesté a demandé votre présence dans son bureau privé. Vous sentez-vous assez bien pour vous y rendre ?»« Oui, madame », répondit Elmira, se levant prudemment de sa chaise et testant son équilibre. Les ecchymoses sur ses côtes tiraient à chaque mouvement, mais elle était fonctionnelle. « Devrais-je, c'est-à-dire, à quoi dois-je m'attendre ?» L'expression de Lady Cordelia s'adoucit légèrement. Elle reconnut la peur sincère derrière la question. « Sa Majesté souhaite vous parler des événements de la nuit dernière et de leurs implications pour la gouvernance du palais. Vous le trouverez juste, mais minutieux dans ses enquêtes. Ce n'est pas un homme qui prend des décisions à la légère, surtout quand elles concernent la justice, alors qu'elle marchait dans des couloirs qu'Elmira n'avait fait qu'entrevoir auparavant. Lady Cordelia maintenait un flot constant d'instructions discrètes sur les protocoles du palais, les formes d'adresse appropriées, et ce à quoi s'attendre d'une audience avec le roi.
Mais sous les conseils pratiques, Elmira sentit autre chose. Une évaluation minutieuse qui suggérait que son avenir était évalué par quelqu'un dont l'opinion pourrait s'avérer cruciale. « Dites-moi » dit Lady Cordelia alors qu'elles approchaient de l'aile royale. « Depuis combien de temps travaillez-vous au palais ?»« 3 ans, madame, » répondit Elmira, tombant automatiquement dans le ton déférent que 3 ans de service lui avaient inculqué. « Depuis la mort de ma mère. Et pendant ces 3 ans, avez-vous observé d'autres incidents similaires à ce qui s'est passé la nuit dernière ?» La question fut posée nonchalamment, mais Elmira sentit le poids derrière elle. Ce n'était pas une curiosité oisive, mais une collecte d'informations des plus sérieuses. « Oui, madame, » dit-elle prudemment. « Pas nécessairement de la part du prince Alaric lui-même, mais d'autres. C'est considéré comme normal, comme je l'ai dit à Sa Majesté. »« Normal ?» répéta Lady Cordelia avec dégoût. « Oui, je commence à comprendre l'ampleur du problème auquel nous sommes confrontés. L'enquête du roi sera très approfondie, je crois. » Elles s'arrêtèrent devant d'immenses portes en chêne qui portaient les armoiries royales. Elles étaient flanquées de gardes dont les expressions suggéraient qu'ils avaient entendu parler des événements de la nuit précédente, et qu'ils étaient encore en train de digérer leurs implications. Lady Cordelia frappa une fois, attendit la permission d'entrer, puis fit signe à Elmira de la suivre dans le siège même du pouvoir. Le bureau privé du roi était plus petit qu'Elmira ne l'avait imaginé, mais infiniment plus imposant. 3 murs étaient tapissés du sol au plafond de livres, qui parlaient d'érudition autant que d'autorité, tandis que le 4e mur avait des fenêtres qui donnaient sur la capitale du royaume. Un bureau massif dominait le centre de la pièce. Sa surface était couverte de documents qui représentaient les affaires complexes de la gouvernance d'un royaume. Le roi Alpha Roderick se tenait derrière le bureau. Il portait toujours les vêtements simples qu'il avait enfilés la nuit précédente, mais il parvenait à projeter plus d'autorité dans sa tenue informelle que la plupart des hommes ne le pourraient en grande tenue royale. Ses yeux gris d'orage se fixèrent sur Elmira alors qu'elle entrait. Et elle fut surprise par l'absence du calcul froid qu'elle avait appris à attendre des hommes puissants. « Mademoiselle Elmira » dit-il formellement, désignant une chaise qui avait été placée face à son bureau. « Merci d'être venue. Veuillez vous asseoir. » Elle prit la chaise offerte avec une grâce prudente. Elle nota qu'elle avait été positionnée à une hauteur qui lui permettait de croiser le regard du roi sans avoir à se tordre le cou. Une petite attention qui témoignait de prévenance plutôt que de simple protocole. « J'espère que vous avez bien dormi ?» demanda le roi, bien que son ton suggéra qu'il en doutait. « Oui, votre majesté, » mentit poliment Elmira, ne voulant pas paraître ingrate pour le luxe sans précédent qui lui avait été offert. « Mademoiselle Elmira, » dit doucement mais fermement le roi Alpha Roderick, « je vais vous poser des questions auxquelles il pourrait être difficile de répondre. Je veux que vous compreniez qu'une honnêteté totale nous servira mieux à tous les deux qu'une évasion polie. Pouvez-vous faire cela pour moi ?» La demande était formulée comme une question, mais Elmira l'a compris comme l'ordre royal qu'elle était vraiment. « Oui, votre majesté. »« Bien. » Le roi contourna son bureau et prit une chaise en face d'elle, éliminant la barrière symbolique entre eux. « Parlez-moi de la vie dans les quartiers des serviteurs, pas la version officielle qui apparaît dans les rapports du palais, mais la réalité que vous et vos collègues vivez quotidiennement. » La question ouvrit des vannes qu'Elmira avait gardées scellées pendant 3 ans. Une fois qu'elle commença à parler, les mots se déversèrent avec la force de l'eau à travers un barrage brisé. Des histoires de cruauté désinvolte, d'abus systématiques et de la culture du silence qui protégeait les coupables tout en abandonnant les victimes. Elle parla de serviteurs qui disparaissaient après avoir attiré le mauvais type d'attention, de blessures qui n'étaient jamais signalées parce que les signalés n'auraient entraîné qu'une punition pire. Des règles non écrites qui régissent la survie dans les coins oubliés du palais. Le roi Alpha Roderick écouta sans interruption, son visage devenant de plus en plus sombre à mesure que l'ampleur du problème devenait claire. Quand Elmira se tut enfin, émotionnellement épuisée par la récitation des horreurs qu'elle avait gardées cachées si longtemps, il resta assis en contemplation pendant plusieurs instants avant de parler. « De combien de serviteurs parlons-nous » demanda-t-il finalement. « Près de 200 dans le palais même, votre majesté, » répondit Elmira. « Peut-être la moitié de ce nombre en plus dans les terrains immédiats et les installations royales de la capitale. Et combien d'entre eux ont subi ou été témoins du type d'abus que vous avez décrit ?» Elmira réfléchit attentivement à la question. « La plupart d'entre nous, votre majesté. »
Les plus chanceux sont ceux qui ont appris à être assez invisibles pour être rarement remarqués. Mais la chance finit par tourner. La mâchoire du roi se serra alors qu'il traitait cette information, et rien de tout cela n'a jamais été signalé aux autorités compétentes. « Signalé à qui, votre majesté ?» demanda Elmira, avec le courage prudent de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. La gouvernante en chef le sait, et considère cela comme normal. Les capitaines de la garde le savent, et le voient comme un maintien de la discipline. Les nobles qui commettent de tels actes savent qu'ils n'ont rien à craindre de serviteurs sans voix et sans protection. Jusqu'à la nuit dernière, dit doucement le roi Alpha Roderick. Jusqu'à la nuit dernière, acquiesça Elmira. Mais votre majesté, si je puis me permettre, que se passera-t-il lorsque le choc de la découverte de telles choses s'estompera? Quand les calculs politiques et les loyautés familiales se réaffirmeront? Le prince Alaric est toujours votre héritier. Je ne suis toujours qu'une servante. L'équilibre du pouvoir n'a pas vraiment changé. Le roi l'étudia avec un nouvel intérêt, clairement surpris par la sophistication politique cachée sous son humble extérieur. Vous croyez que la justice est temporaire, mais que le pouvoir est permanent? Je crois que rien de ce que j'ai vu en 3 ans de vie de palais ne me donne de raison d'attendre autre chose, répondit honnêtement Elmira. Le roi Alpha Roderick se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il regardait la ville où des centaines de milliers de ses sujets vivaient leur vie quotidienne. « Mademoiselle Elmira, dit-il sans se retourner, que diriez-vous si je vous disais que les événements de la nuit dernière m'ont forcé à envisager la possibilité que mon fils soit fondamentalement inapte à hériter de la couronne? » La question frappa Elmira comme un coup physique. « Votre Majesté, c'est-à-dire, je ne suis pas qualifié pour juger des questions de succession royale. » « Peut-être pas, acquiesça le roi, se tournant à nouveau vers elle. Mais vous êtes qualifié pour juger le caractère. Et vous avez eu l'occasion d'observer à la fois mon fils et la culture qui l'a façonné. À votre avis, le prince Alaric est-il capable du genre de leadership que ce royaume mérite? » Elmira sentit le poids de la question peser sur elle comme une montagne. Ce n'était pas une curiosité oisive ou une spéculation philosophique. Le roi envisageait sérieusement de déshériter son seul héritier, en partie sur la base de son évaluation. « Votre Majesté, » dit-elle prudemment, « j'ai observé que le prince Alaric traite ceux qui sont en dessous de lui comme des objets pour sa commodité ou son amusement. J'ai vu qu'il considère la cruauté comme un divertissement et le pouvoir comme une permission pour tout comportement qu'il choisit. Mais j'ai aussi vu qu'il est intelligent, charismatique et capable d'inspirer la loyauté parmi ses pairs. Une réponse diplomatique, observa le roi, mais pas complète. Elmira prit une profonde inspiration. Elle comprit que ce moment pourrait déterminer non seulement son propre destin, mais l'avenir du royaume lui-même. À mon avis, Votre Majesté, le prince Alaric n'a jamais appris que le vrai leadership exige de servir ceux que l'on gouverne, plutôt que de les exploiter. Sans cette compréhension, l'intelligence devient manipulation, le charisme devient tromperie, et la loyauté qu'il inspire devient de la peur déguisée en dévotion. Le silence qui suivit ces paroles s'étira pendant ce qui sembla une éternité. Le roi Alpha Roderick l'étudia avec une intensité qui lui donna l'impression qu'il lisait son âme. Il cherchait tout signe de tromperie ou d'intention cachée. « Vous parlez avec une perspicacité remarquable pour quelqu'un de si jeune, » dit-il finalement. « Dites-moi, mademoiselle Elmira, que savez-vous de votre propre histoire familiale? » Le changement de sujet l'a pris au dépourvu. « Très peu, votre majesté. Ma mère m'a dit que mon père était un marchand ambulant qui est mort avant ma naissance. Elle n'a jamais beaucoup parlé de sa propre famille et elle a emporté la plupart de ses secrets dans la tombe. A-t-elle déjà mentionné le nom de Blackthorn? » demanda le roi avec une nonchalance étudiée. La main d'Elmira se déplaça instinctivement vers le médaillon d'argent caché sous son col, le seul héritage que sa mère lui avait laissé. Elle me chantait des berceuses qui mentionnaient ce nom, « Votre Majesté », mais j'ai toujours supposé que ce n'était que des chansons. « Puis-je voir le médaillon que vous portez ?» demanda doucement le roi Alpha Roderick. Avec des doigts tremblants, Elmira sortit le pendentif en argent de sous sa robe. Elle l'ouvrit pour révéler le portrait miniature à l'intérieur. Une femme avec ses propres traits, mais portant des vêtements qui suggéraient la noblesse plutôt que la servitude. L'expression du roi changea radicalement alors qu'il étudiait la petite peinture. « Lady Catherine Blackthorn, dit-il doucement. Votre grand-mère, à moins que je ne me trompe lourdement. Votre Majesté » murmura Elmira.
n'osant pas croire ce que ces mots semblaient impliquer. La famille Blackthorne a servi cette couronne avec distinction pendant 5 générations, expliqua le roi Alpha Roderick. Lady Catherine était la conseillère de confiance de mon père et l'une des femmes les plus intelligentes de sa génération. Elle a disparu il y a 30 ans dans des circonstances mystérieuses. Avec sa fille, votre mère, je crois. La révélation frappa Elmira comme un éclair. Elle illumina des liens qu'elle n'avait jamais soupçonnés et souleva des questions qu'elle n'avait jamais pensé à poser. Mais pourquoi? Pourquoi aurait-elle disparu? Et pourquoi ne me l'a-t-on jamais dit? Parce que, dit le roi avec une colère croissante, qui n'était clairement pas dirigée contre elle. Quelqu'un voulait s'assurer que la petite fille de Lady Catherine grandisse comme une servante impuissante, plutôt que comme l'héritière d'un noble. Quelqu'un voulait garantir que la lignée des Blackthorne ne poserait plus jamais de menace à leurs propres ambitions politiques. Alors que les implications de ce qu'il lui disait commençaient à se faire sentir. Elmira réalisa que les événements de la nuit précédente avaient été bien plus qu'une simple cruauté de prince ou une justice de roi. Des forces avaient été mises en mouvement qui remontaient à des décennies, et la simple servante Oméga qui avait été frappée par un héritier royal était sur le point de découvrir que sa propre histoire était bien plus complexe qu'elle ne l'avait jamais imaginé. « Que se passe-t-il maintenant, Votre Majesté » demanda-t-elle. Bien qu'elle se doutât que la réponse changerait tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même et sa place dans le monde. « Maintenant, dit le roi Alpha Roderick, avec le genre de détermination qui avait bâti des royaumes et renversé des empires. Nous découvrons la vérité sur la disparition de votre famille. Nous tenons pour responsables ceux qui ont abusé de leur pouvoir. Et nous nous assurons que la justice n'est pas seulement un inconvénient temporaire, mais une transformation permanente. » Il se dirigea vers son bureau et commença à sortir des documents qui semblaient anciens et officiels. « Mademoiselle Elmira, ou devrais-je dire Lady Catherine, vous êtes sur le point d'apprendre que certains règlements de compte prennent 30 ans à se faire et que certaines vérités sont assez puissantes pour remodeler les fondations mêmes du trône. Alors que le soleil du matin montait plus haut à l'extérieur des fenêtres, éclairant des secrets qui avaient été cachés pendant des décennies. Elmira commença à comprendre que sa souffrance avait servi un but qu'elle n'avait jamais soupçonné. Elle avait préservé sa lignée pour un moment où le royaume aurait le plus besoin d'elle, et elle lui avait appris des leçons sur la justice et le leadership qu'aucune éducation royale ne pouvait fournir. Le règlement de compte, qui avait commencé avec la cruauté du prince, était sur le point de devenir une révolution qui défierait tout ce que le royaume du Nord pensait savoir sur le pouvoir, l'héritage et le véritable coût de la justice. La révélation de la véritable identité d'Elmira envoya des ondes de choc à travers le palais. Elles se propagèrent comme des pierres jetées dans une eau calme. Dans l'après-midi, la nouvelle s'était répandue dans les couloirs des nobles. La servante Oméga, battue par le prince Alaric, était, en fait, l'héritière disparue de l'une des lignées les plus distinguées du royaume. Les implications politiques étaient stupéfiantes, et ceux qui avaient bâti leur pouvoir sur l'ancien ordre commencèrent à comprendre qu'ils faisaient face non seulement à la colère momentanée d'un roi, mais à un changement fondamental dans l'équilibre du pouvoir lui-même. Elmira, ou Lady Catherine comme elle apprenait à se nommer, était assise dans la bibliothèque du palais. Elle était entourée de registres généalogiques, d'histoires de famille et de documents juridiques. Il peignait le tableau d'une conspiration délibérée s'étendant sur 3 décennies. Le roi Alpha Roderick travaillait à ses côtés. Son attention d'érudit aux détails révélait des profondeurs de caractère que sa personnalité publique montrait rarement. Ensemble, ils assemblaient les pièces d'un puzzle qui avait été soigneusement dispersé pour empêcher exactement ce genre de découverte. « Ici, dit le roi, montrant un passage dans un registre relié en cuir. Le compte rendu du dernier acte officiel de votre grand-mère en tant que conseillère de mon père. Elle enquêtait sur des irrégularités dans les registres fiscaux de la province de l'Est, des preuves de détournement de fonds systématiques qui auraient détruit plusieurs familles nobles importantes. » Elmira traça l'écriture élégante avec son doigt. Elle essayait de concilier le langage formel de l'administration royale avec la grand-mère dont elle n'avait jamais su l'existence. Et elle a disparu quelques jours seulement avant de présenter ses conclusions à votre père, avec toutes ses recherches et votre mère. Le roi Alpha Roderick confirma sombrement. L'enquête a été discrètement classée après leur disparition, et l'affaire n'a jamais été poursuivie. À l'époque, on a supposé que c'était une coïncidence malheureuse. Maintenant,
Cela ressemble à un meurtre déguisé en exil volontaire, termina Elmira. Sa voix était stable malgré l'ampleur de ce qu'il découvrait. Mais pourquoi laisser ma mère en vie? Pourquoi ne pas éliminer toute la lignée? Le roi resta silencieux pendant plusieurs instants. Il étudiait les documents avec l'intensité d'un érudit résolvant une énigme ancienne. « Parce que, dit-il finalement, votre mère était enceinte quand elles ont disparu. Les conspirateurs ne pouvaient pas risquer de tuer une femme enceinte. Même les nobles corrompus ont leurs limites. Mais ils pouvaient s'assurer que son enfant grandisse sans pouvoir et ignorant de son véritable héritage. Les pièces se mettaient en place avec une clarté terrible. Quelqu'un ayant accès aux archives royales et une influence significative avait orchestré non seulement la disparition de la famille Blackthorne, mais aussi la suppression systématique de toute enquête sur leur sort. Quelqu'un qui avait énormément bénéficié du silence qui a suivi. Qui était monté à des postes de plus grande autorité dans le vide laissé par le départ de Lady Catherine? Lord Malreath, dit soudain le roi Alpha Roderick. Sa voix portait le genre de certitude qui vient de la connexion des derniers éléments d'un mystère de longue date. Elmira leva les yeux des documents qu'elle étudiait. « Votre Majesté ?» Lord Cornelius Malreath, actuel chancelier des provinces de l'Est, est l'un de mes conseillers les plus fiables, expliqua le roi, son expression s'assombrissant à chaque mot. Il était un fonctionnaire subalterne il y a 30 ans, mais il a rapidement gravi les échelons de l'administration après la disparition de votre grand-mère. Il contrôle maintenant exactement les territoires et les sources de revenus que Lady Catherine enquêtait. Le nom ne signifiait rien pour Elmira, mais elle pouvait voir son importance écrite sur l'expression de plus en plus sombre du roi. Il a été ici tout ce temps? Dans le palais? Vous conseillant? Sachant ce qu'il avait fait? Plus que ça, dit le roi Alpha Roderick, se levant pour arpenter la longueur de la bibliothèque avec une intensité prédatrice. Il a façonné la politique, influencé les décisions, et le roi s'arrêta brusquement alors qu'une autre connexion devenait claire. Il a été le mentor de mon fils. Les implications les frappèrent tous les deux simultanément. La cruauté du prince Alaric, son sentiment de droit, sa conviction que le pouvoir accordait une licence illimitée pour l'abus. Tout cela avait été soigneusement cultivé par quelqu'un qui comprenait qu'un héritier corrompu servirait mieux ses desseins qu'un héritier honorable. « Votre Majesté, » dit prudemment Elmira, « si Lord Malreath a été le principal conseiller du prince Alaric, alors l'incident de la nuit dernière n'était peut-être pas simplement l'action d'un prince gâté. C'était peut-être un test. » Le roi Alpha Roderick se tourna pour la regarder avec une alarme croissante. « Un test de quoi? De savoir si vous protégeriez une servante contre votre propre héritier, » répondit Elmira, son esprit analysant les calculs politiques avec une clarté qui la surprenait elle-même. « Si vous aviez ignoré l'abus ou m'aviez puni pour l'avoir signalé. Lord Malreath aurait su que vous étiez soit inconscient de ses activités, soit peu disposé à les contester. Dans les deux cas, il aurait pu continuer à opérer en toute impunité. Mais parce que j'ai dépouillé Alaric de son rang et commencé cette enquête. Vous l'avez forcé à accélérer les plans qu'il avait pour consolider son pouvoir, termina Elmira. Votre Majesté, je pense que vous venez peut-être de déclencher une tentative de coup d'État. Les mots flottaient dans l'air entre eux comme une condamnation à mort. Si l'analyse d'Elmira était correcte, alors Lord Malreath n'était pas seulement un administrateur corrompu. C'était un traître qui avait passé 3 décennies à se positionner pour prendre le contrôle du royaume, en utilisant le prince Alaric comme son arme involontaire, et la famille Blackthorne assassinée comme ses tremplins vers le pouvoir. Nous avons besoin de preuves, dit le roi Alpha Roderick, avec la détermination sombre d'un guerrier se préparant au combat. Les soupçons et la déduction logique ne suffiront pas pour agir contre quelqu'un de la stature de Malreath. Nous avons besoin de preuves que même ses partisans ne peuvent pas rejeter. Avant qu'Elmira ne puisse répondre, les portes de la bibliothèque s'ouvrirent avec assez de force pour faire trembler les anciens murs. Le prince Alaric entra avec une petite suite de partisans nobles. Son visage était rouge de colère et de ce qui aurait pu être du désespoir. L'ancien héritier n'avait clairement pas passé la nuit à accepter tranquillement sa chute. « Père » dit le prince Alaric sans préambule, sa voix tendue d'une émotion à peine contrôlée. « J'exige une explication pour cette folie. Tu m'as dépouillé de mon rang sur la parole d'une servante. » La parole de Lady Catherine Blackthorne, héritière légitime de l'une des lignées les plus distinguées de ce royaume, interrompit le roi Alpha Roderick
avec un calme mortel. « Et tu n'es plus en position d'exiger quoi que ce soit de moi. » La correction frappa le prince Alaric comme un coup physique. Il se tourna pour regarder Elmira avec une expression qui passait par l'incrédulité, la rage, et quelque chose approchant la peur, alors que les implications politiques devenaient claires pour lui. « C'est impossible, dit-il, bien que sa voix manquât de conviction. C'est une servante, une personne sans importance. Elle ne peut pas simplement devenir noble parce que tu le veux. Elle a toujours été noble, répondit le roi d'un ton égal. On l'a simplement empêchée de réclamer son droit de naissance, par ceux qui trouvaient son impuissance commode. » Derrière le prince Alaric, Elmira pouvait voir les visages de ses partisans. Il traitait cette révélation et commençait à calculer comment cela pourrait affecter leur propre position. C'étaient des créatures politiques qui comprenaient que soutenir le mauvais côté dans les disputes de la famille royale pouvait s'avérer fatal pour leurs ambitions. « Le Lord Chancellor Malraith m'a tout expliqué, » dit désespérément le prince Alaric. « Tout cela fait partie d'un plan élaboré pour saper mon héritage. La fille est évidemment une imposture, entraînée à jouer ce rôle pour... »« Lord Malraith, » répéta le roi Alpha Roderick avec un calme dangereux. « Et qu'est-ce que le Lord Chancelier vous a expliqué exactement? » Trop tard. Le prince Alaric sembla réaliser qu'il en avait dit plus qu'il n'en avait l'intention. Son visage devint blême. Il comprit qu'il venait de se lier directement à l'homme qui devenait rapidement le principal suspect dans une conspiration vieille de plusieurs décennies. C'est-à-dire, il m'a simplement aidé à comprendre les pressions politiques auxquelles vous pourriez être confrontés. Rétropédala frénétiquement le prince Alaric. Le besoin de paraître décisif face aux critiques sur la discipline du palais. Mais le mal était fait. L'expression du roi Alpha Roderick était passée de la déception envers son fils à quelque chose de bien plus dangereux. La reconnaissance de la trahison et la fureur froide d'un roi découvrant que son héritier avait été compromis par ses ennemis. « Retirez-le de ma vue », ordonna le roi aux gardes qui avaient suivi le prince Alaric dans la bibliothèque. « Convoquez immédiatement Lord Malraith. Dites-lui que son conseil est requis d'urgence sur des questions de succession royale. » Alors que le prince Alaric était escorté hors de la bibliothèque, non plus avec la déférence due à un héritier, mais avec l'efficacité ferme utilisée pour les menaces potentielles. Elmira se retrouva seule avec le roi et la terrible connaissance qu'ils étaient sur le point d'affronter l'homme responsable de la destruction de sa famille. « Votre Majesté, » dit-elle doucement, « et s'il refuse de venir? Et s'il a déjà fui le royaume ?» Le roi Alpha Roderick sourit, avec la satisfaction prédatrice d'un maître d'échecs qui venait de forcer son adversaire à l'échec et mat. Alors il confirme sa culpabilité et perd toute chance de se sortir des preuves que nous avons rassemblées. Mais je ne pense pas qu'il fuira. Pourquoi pas? Parce que Lord Malraith a passé 30 ans à construire sa base de pouvoir dans ce royaume. Il ne l'abandonnera pas à la légère, et il croira qu'il peut manipuler la situation à son avantage. Les hommes comme lui croient toujours qu'ils sont la personne la plus intelligente de la pièce. Et s'il essaye de nous faire tuer plutôt que de risquer d'être exposé? L'expression du roi devint encore plus sombre. Alors il découvrira que certains règlements de compte sont inévitables, et que la couronne a des ressources qu'il n'a jamais soupçonnées, alors qu'ils attendaient la confrontation qui déterminerait l'avenir du royaume. Elmira se mit à penser au voyage qui l'avait amené à ce moment, de servante impuissante au centre d'une conspiration qui atteignait le cœur même de l'autorité royale. Les coups de pied et les coups que le prince Alaric avait donnés la nuit précédente étaient destinés à renforcer son impuissance. Mais ils avaient plutôt réveillé des forces qui remodèleraient les fondations mêmes du royaume. Lady Catherine, dit formellement le roi Alpha Roderick, utilisant son vrai nom avec une autorité qui le rendait réel, d'une manière que de simples documents ne pouvaient pas. Êtes-vous prête à affronter l'homme qui a assassiné votre famille et volé votre héritage? Elmira, Lady Catherine, se redressa sur sa chaise. Elle sentit le poids de l'héritage de sa lignée s'installer sur ses épaules comme une armure. « Oui, votre Majesté, je suis prête à voir la justice rendue. » Les portes de la bibliothèque s'ouvrirent une fois de plus, et Lord Cornelius Malraith entra avec l'assurance d'un homme qui se croyait intouchable. Grand, distingué, avec des cheveux argentés et des yeux sombres intelligents. Il ressemblait exactement à ce qu'il était. Un administrateur compétent qui avait servi la couronne avec une distinction apparente pendant 3 décennies. Mais Elmira pouvait voir sous l'extérieur poli maintenant. Dans ses yeux,
Elle aperçut le calcul et l'ambition impitoyable qui l'avait poussé au meurtre, à la trahison. C'était l'homme qui avait ordonné la mort de sa grand-mère, qui avait corrompu le prince Alaric, qui avait passé des décennies à se positionner pour voler le royaume par une manipulation patiente et l'élimination systématique des obstacles. « Votre Majesté » dit Lord Malrith avec une révérence respectueuse qui semblait parfaitement sincère. « Je comprends qu'il y a eu des développements préoccupants concernant le comportement du prince Alaric. Je suis prêt à aider à résoudre cette situation malheureuse. »« En effet, vous l'êtes, » répondit le roi Alpha Roderick avec une douceur trompeuse. « Lord Malrith, j'aimerais que vous rencontriez Lady Catherine Blackthorne, petite fille de votre prédécesseur et, je crois, quelqu'un que vous pensiez ne jamais avoir à affronter à nouveau. » La reconnaissance qui traversa les traits de Lord Malrith ne dura qu'une fraction de seconde, mais ce fut suffisant pour confirmer chaque soupçon qu'ils avaient développé. Pendant 30 ans, il avait cru que la lignée des Blackthorne était en sécurité dans l'obscurité. Maintenant, il faisait face à la preuve vivante que certaines vérités ne pouvaient pas être cachées pour toujours. « Votre Majesté, » dit-il prudemment, ses instincts politiques prenant le dessus alors même que son esprit s'emballait pour évaluer ce développement inattendu. « J'ai bien peur de ne pas comprendre. La famille Blackthorne a disparu il y a des décennies, et j'avais l'impression que leur lignée s'était éteinte. »« Vraiment ?» demanda le roi avec une douceur dangereuse. « C'est fascinant, parce que selon les archives que nous avons examinées, vous avez joué un rôle déterminant pour que cette impression devienne un fait accepté. La confrontation finale entre la justice et la corruption était sur le point de commencer. Quelle Elmira comprit que les prochaines minutes détermineraient non seulement son propre destin, mais l'avenir de tous ceux qui avaient jamais souffert en supposant que le pouvoir pouvait agir en toute impunité. Le règlement de compte qui avait commencé avec la cruauté du prince était sur le point d'atteindre son apogée. Dans la révélation d'une conspiration qui avait façonné le royaume pendant toute une génération, le moment de vérité était arrivé. Et avec lui, la réponse à la question de savoir si la justice était assez forte pour surmonter 30 ans de corruption minutieuse et d'abus de pouvoir systématique. 6 mois plus tard, la lumière d'automne qui filtrait à travers les hautes fenêtres de la chambre du Conseil royal jetait une lueur dorée sur des débats qui auraient été impensables 6 mois plus tôt. Lady Catherine Blackthorne était assise à la table en chêne poli, qui avait autrefois semblé aussi lointaine que les étoiles. Sa voix était claire et confiante alors qu'elle présentait son rapport trimestriel sur les initiatives de réforme du palais. Des initiatives qui avaient transformé les fondations mêmes de la gouvernance royale. Les protocoles de protection des serviteurs ont réduit les incidents d'abus signalés de 92%, dit-elle. Son regard balayant les membres du Conseil, assemblés avec l'autorité naturelle, qui avait émergé une fois qu'elle avait embrassé son véritable héritage. Plus important encore, les serviteurs signalent maintenant les incidents lorsqu'ils se produisent, plutôt que de souffrir en silence. Nous avons établi 3 canaux distincts pour les plaintes anonymes, et chacun est examiné par un comité indépendant. Le roi Alpha Roderick hocha la tête avec satisfaction depuis sa place à la tête de la table. Les 6 derniers mois l'avaient vieilli à certains égards. La découverte de la profondeur de la corruption dans son royaume avait laissé des traces. Mais ils avaient aussi révélé des réserves de force et de sagesse qui avaient impressionné même ses conseillers les plus expérimentés. Et les initiatives éducatives, demanda Lady Cordelia, qui avait assumé de nombreuses anciennes responsabilités administratives de Lord Malrith, avec des résultats nettement meilleurs. Elles dépassent toutes les prévisions, répondit Lady Catherine avec une fierté tranquille. Nous avons mis en place des programmes d'alphabétisation dans chaque aile du palais. Des apprentissages professionnels pour ceux qui montrent des aptitudes, et un fonds de bourse pour les enfants de serviteurs qui démontrent un potentiel académique. L'investissement dans le capital humain porte déjà ses fruits, en termes d'efficacité et de loyauté améliorés dans toute la maison royale. La transformation avait été complète, et étonnamment, avait rencontré moins de résistance que quiconque ne l'avait prévu. Peut-être parce que les révélations sur la conspiration de Lord Malrith avaient choqué la noblesse, la forçant à reconnaître à quel point leur système avait échoué. Ou peut-être parce que les avantages économiques et sociaux de traiter les serviteurs comme des êtres humains de valeur s'étaient avérés impossibles à contester. Lord Malrith lui-même n'était plus un problème. Les preuves de ses crimes, trahison, meurtre, détournement de fonds et corruption systématique avaient été accablantes.
Une fois que les enquêteurs avaient commencé à tirer les fils qu'Elmira et le roi avaient identifiés, son procès avait duré 3 jours, son exécution 3 minutes de plus, et son vaste réseau de complices avait soit fui le royaume, soit s'était jeté à la merci royale. Quelle nouvelle du prince Alaric? Demanda Lady Catherine, bien qu'elle se doutât déjà de la réponse. Il sert toujours avec distinction dans la garde frontalière de l'Est, répondit le roi, avec une neutralité prudente. Son commandant rapporte que le travail acharné et la responsabilité authentique ont considérablement clarifié sa compréhension du leadership. La décision d'exiler l'ancien héritier au service militaire, plutôt que de le priver entièrement de son sang royal, avait été controversée, mais finalement sage. Loin des influences corruptrices de la politique de cour, et forcé de gagner le respect par la compétence plutôt que par le droit de naissance. Alaric apprenait lentement ce que son père avait essayé de lui enseigner des années trop tard. La question de savoir s'il serait un jour prêt à revenir à la succession restait ouverte. Mais il devenait au moins l'homme qu'il aurait dû être depuis le début. Et les provinces de l'Est elles-mêmes, s'enquit Lady Cordelia. Comment s'adapte-t-elle à la nouvelle structure administrative? Mieux que prévu, répondit Lady Catherine. Le renvoi des fonctionnaires systématiquement corrompus et leur remplacement par des nominations basées sur le mérite a en fait amélioré à la fois la gouvernance et la collecte des impôts. Les provinces signalent une plus grande satisfaction à l'égard de l'autorité royale qu'elles n'en ont montré depuis des décennies. C'était vrai. L'enquête approfondie qui avait suivi la révélation de Lord Malreath avait révélé une corruption si étendue que la nettoyer avait été comme percer un abcès. Douloureux, mais finalement curatif. Les nouveaux administrateurs, choisis pour leurs compétences plutôt que pour leurs relations politiques, s'avéraient bien plus efficaces pour gouverner réellement leur territoire. Il y a une question, dit le roi Alpha Roderick, son ton devenant plus formel, que nous devons aborder avant de conclure la session d'aujourd'hui. Il se leva de sa chaise et se dirigea vers une fenêtre qui donnait sur les jardins du palais. Là, les serviteurs travaillaient maintenant avec la dignité d'employés appréciés, plutôt qu'avec l'efficacité craintive de victimes potentielles. « Lady Catherine, dit-il sans se retourner, vous avez dépassé toutes les attentes dans votre rôle de conseillère spéciale pour la réforme administrative. Vos dons de lignée pour comprendre les gens et les systèmes se sont avérés inestimables pour les efforts de la couronne de gouverner plus efficacement et plus justement. Merci, Votre Majesté, répondit Lady Catherine, bien qu'elle sentît que quelque chose d'autre allait suivre. C'est pourquoi, continua le roi, se tournant vers elle avec une expression de chaleur paternelle mêlée d'autorité royale. Je vous offre officiellement une place permanente dans la famille royale, non pas en tant que conseillère ou administratrice, mais en tant que ma fille adoptive et héritière présomptive du trône. Le silence qui suivit fut profond. Lady Catherine fixa le roi avec une expression qui passait par le choc, l'émerveillement et quelque chose approchant la peur, alors que les implications de ce qu'il offrait devenaient claires. « Votre Majesté, dit-elle prudemment, je suis profondément honoré, mais sûrement le prince Alaric. Le prince Alaric pourrait encore se montrer digne de pardon et d'une éventuelle restauration, interrompit doucement le roi Alpha Roderick. Mais le royaume ne peut pas attendre des possibilités quand il a besoin de certitude. Vous avez démontré le caractère, la sagesse et la compétence nécessaires pour gouverner justement et efficacement. Plus important encore, vous comprenez ce que signifie servir ceux que vous gouvernez, plutôt que de les exploiter. Lady Catherine se leva de sa chaise, son esprit parcourant les ramifications personnelles et politiques d'une offre aussi sans précédent. Passer de servante impuissante à héritière présomptive en 6 mois serait déjà assez remarquable. Mais le faire tout en maintenant le respect et le soutien des nobles et des roturiers était tout autre chose. Les nobles accepteront-ils cela? Demanda-t-elle. Les nobles l'accepteront parce qu'ils ont vu l'alternative, observa sèchement Lady Cordelia. La corruption, la rébellion, le déclin économique et les troubles sociaux. Vos réformes ont rendu leur propre vie plus prospère et plus sûre. Ils ne vont pas contester le succès. Et le peuple? Le peuple vous voit déjà comme sa championne, dit le roi avec un sourire. La servante qui a tenu tête à un prince et a apporté la justice au royaume. Votre couronnement serait la célébration royale la plus populaire de mémoire d'homme. Lady Catherine se dirigea elle-même vers la fenêtre. Elle regardait les jardins transformés du palais, où sa vie avait changé si radicalement. Au loin,
Elle pouvait voir des serviteurs s'occuper des jardins, avec la fierté d'artisans qualifiés. Des enfants jouant à des jeux qui incluaient des rires plutôt que de la peur, et des gardes dont la présence protégeait plutôt qu'elle n'intimidait. « Si j'accepte, dit-elle doucement, qu'adviendra-t-il des réformes que nous avons mises en œuvre? Quelle garantie y a-t-il que les futurs dirigeants ne reviendront pas simplement aux anciennes méthodes? Vous les intégrez à la loi fondamentale du royaume, répondit le roi Alpha Roderick. Des protections constitutionnelles qui ne peuvent être modifiées par un caprice royal ou une opportunité politique. Des droits qui appartiennent à tous les citoyens, quel que soit leur rang. Un cadre juridique qui garantit que la justice ne dépend pas du caractère personnel des dirigeants individuels. La vision qu'il décrivait était ambitieuse au-delà de tout ce que le royaume avait jamais tenté. Une véritable transformation de la monarchie absolue à la gouvernance constitutionnelle, avec des protections pour les plus faibles, intégrées dans la structure même de l'autorité royale. Il faudrait des années pour le mettre en œuvre correctement, songea Lady Catherine. Des décennies, acquiesça le roi. C'est pourquoi le royaume a besoin d'un dirigeant qui comprend à la fois la destination et le voyage, qui a personnellement connu à la fois l'impuissance et le pouvoir, qui connaît la différence entre l'autorité gagnée et l'autorité héritée. Lady Catherine resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Elle contemplait le poids de ce qui était offert et ce qu'il en coûterait de l'accepter. Finalement, elle se retourna pour faire face au conseil assemblé. Son expression résolue par la décision. « J'accepte », dit-elle formellement, « à la condition que les protections constitutionnelles de votre Majesté deviennent ma première priorité en tant qu'héritière présomptive. Je veux des garanties légales qu'aucun serviteur ne souffrira plus jamais d'abus en silence. Que le pouvoir s'accompagne de responsabilités et que la justice est plus forte que le privilège. »« D'accord, » dit le roi Alpha Roderick, avec une satisfaction évidente. « Lady Catherine Blackthorne, je vous nomme princesse héritière des territoires du Nord et mon héritière choisie, avec tous les droits, responsabilités et autorités que ce titre implique. » Alors que les membres du conseil se levaient pour offrir leur reconnaissance formelle de la nouvelle héritière du royaume, Lady Catherine se mit à penser au voyage qui l'avait amenée à ce moment. 6 mois plus tôt, elle avait été frappée par un prince qui la voyait comme un divertissement. Aujourd'hui, elle était sur le point de devenir une reine qui veillerait à ce qu'une telle cruauté devienne non seulement illégale, mais impensable. La transformation avait coûté cher. L'héritage du prince Alaric, la vie de Lord Malreath, les suppositions confortables qui avaient gouverné le royaume pendant des générations. Mais elle avait acheté quelque chose d'inestimable, un avenir où le pouvoir servait la justice plutôt que le caprice personnel, où les citoyens les plus faibles avaient des protections aussi solides que des documents juridiques pouvaient le prévoir, et où l'autorité de la couronne reposait sur le respect gagné plutôt que sur le privilège hérité. Ce soir-là, alors que la princesse héritière Catherine se tenait sur le balcon du palais, surplombant la capitale, où des centaines de milliers de ses futurs sujets vivaient leur vie quotidienne. Elle réfléchit à l'ironie cruelle qui avait façonné son destin. La tentative du prince Alaric de démontrer son pouvoir sur une servante impuissante avait plutôt révélé la corruption au cœur du royaume, et avait fourni le catalyseur de sa guérison. Certains coups de pied atterrissent plus durement sur celui qui les donne que sur leur victime prévue. Certaines cruautés détruisent le cruel plutôt que l'innocent. Et certains règlements de compte, une fois commencés, remodèlent non seulement des vies individuelles, mais les fondations mêmes de la justice elle-même. La servante Oméga avait disparu, transformée en la princesse héritière qui régnerait avec la sagesse durement acquise de quelqu'un qui avait appris le vrai coût du pouvoir par l'impuissance même. L'avenir du royaume s'étendait devant elle, brillant de la promesse d'une justice gagnée plutôt qu'espérée. Et dans les quartiers des serviteurs en bas, les enfants dormaient en sécurité pour la première fois depuis des générations, protégés par des lois qui avaient été écrites pour leur défense, et appliquées par une couronne qui comprenait enfin la différence entre régner sur des sujets et servir des citoyens. Le règlement de compte était terminé, mais le travail de la justice ne faisait que commencer. Si vous avez apprécié cette histoire, un j'aime ou un commentaire nous aide beaucoup. Et si vous souhaitez entendre d'autres récits comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner pour ne jamais manquer la prochaine histoire.